Bonjour à tous et bienvenue pour Les Marchés en live, notre émission bimensuelle, un point complet sur les marchés, la macro, la micro, les indices, les cryptos, les actions. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juillet 2023, c'est l'été, j'espère qu'il fait beau chez vous. Et sans plus attendre, démarrons cette émission. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par moi-même s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne sont pas des conseils, des obligations d'investissement. Vous connaissez la chanson, mes partenaires qui sont des partenaires rémunérés, vous connaissez également la chanson à ce sujet. Merci à Trade Republic et à Citi de nous soutenir pour ce matériel éducatif qui vous est mis à disposition. Je vous rappelle nos rendez-vous, 2 mardis par mois, on se retrouve donc pour ce point de marché en direct. Tous les jours, vous avez des infos et des graphiques sur Twitter et le mercredi, vous avez la newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire sur nicolachéron.fr. Au sommaire de cette émission, une émission qui sera rapide, c'est l'été, c'est la détente. Nombreux sont au bord de la plage, cela se voit avec des marchés qui sont relativement calmes. Un focus marché dans un premier temps, quelques news, qu'est-ce qui va retenir l'attention des opérateurs. Ensuite, un top flop avec des graphiques pour mieux apprécier les développements sur les marchés. Et puis ensuite, on passe aux graphiques, on regarde les indices, les matières premières, les cryptos et une sélection de vos actions. Le lundi, avant chaque émission, je pose la question sur Twitter. Merci à tous ceux qui ont répondu. Vous m'avez proposé une centaine d'actions. J'en ai sélectionné une vingtaine que nous verrons donc dans cette troisième partie d'émission. Alors, on va passer au focus marché. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés ? Bien, pas grand-chose. Les indices européens latéralisent. Les indices américains également. Il faut dire que le CAC 40 a gagné 35% depuis ses plus bas d'octobre dernier. Il faut dire que les indices américains, notamment le Nasdaq, étaient sacrément en forme ces derniers mois. L'été se fait sentir, les volumes sont en baisse, la volatilité est au plus bas. Les marchés attendent désormais des chiffres d'inflation à court terme, certes, la Fed également, mais surtout la période des résultats qui va démarrer progressivement cette semaine et s'intensifier d'ici la fin du mois. Petite parenthèse avec la Chine, depuis le début de l'année, le MSCI China a perdu environ 10%, là où les autres bourses européennes et américaines cartonnent. Les investisseurs sont sceptiques suite à la lente reprise économique et aux tensions géopolitiques entre les USA et la Chine. L'inflation est tombée à 0%, reflétant l'affaiblissement de l'activité du pays. Les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis publiés ce mercredi seront un catalyseur important. Le consensus anticipe un ralentissement. Souvenez-vous, on était à 9% d'inflation à l'été dernier. Et bien là, le marché attend 3,1% d'inflation sur un an, ce qui suscite l'espoir d'une fin de durcissement monétaire de la Fed. Vous n'êtes pas sans savoir que la Réserve fédérale américaine a monté ses taux progressivement ces derniers trimestres. Et à un moment donné, si elle arrive à faire plier l'inflation, elle aura réussi sa mission, elle pourrait arrêter de monter les taux d'intérêt. Et ça, c'est ce qu'espèrent les opérateurs. Petit détail, mais ça peut engendrer un peu de volatilité peut-être. Une opération de rééquilibrage du Nasdaq va avoir lieu le 14 juillet. Et selon les stratèges de Wells Fargo, eh bien, il pourrait y avoir une pression vendeuse sur les locomotives, ces fameuses 7-8 valeurs, les GAFAM, qui ont tiré les indices depuis le début de l'année. Vous savez, dans nos dernières émissions, je vous l'ai expliqué, si on prend les 7-8 plus grosses actions du S&P 500, c'est elles qui ont fait 95% de la performance cette année. Si on prend le S&P 493, c'est-à-dire en excluant les 7 locomotives, eh bien, le S&P est pratiquement à l'équilibre en 2023. C'est ça qui fait que c'est une année un peu particulière, cette année 2023. En effet, quand on regarde le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations aux États-Unis, sur un an, il n'a pas bougé. Quand on regarde le Dow Jones sur un an, il n'a pas bougé. Quand on regarde le CAC, il est revenu à ses niveaux de début 2022, avant la guerre.
Et en fait, il n'y a que le Nasdaq qui a repris vraiment en ce début d'année très fortement, mais il n'a fait que reprendre ce qu'il avait perdu l'année dernière. L'année dernière, le Nasdaq est un des indices qui s'est fait le plus casser la figure, si je puis dire. Et donc en fait, chute historique l'année dernière, reprise historique en ce premier semestre. On remet en quelque sorte les compteurs à zéro. Les prix du pétrole ont réussi à reprendre un petit peu de hauteur la semaine dernière, malgré les craintes de ralentissement économique qui pèsent sur les prix depuis des mois, suite notamment aux réductions d'offres du côté de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Enfin, le Bitcoin était passé de 25-26 000 dollars à 31 000 dollars en quelques semaines, parce que des grandes banques américaines et des sociétés de gestion comme BlackRock veulent lancer des ETF. Donc le Bitcoin était monté jusqu'à 31 000 dollars, il est sous résistance, tout comme le Nasdaq, tout comme certains indices européens. Et on attend de voir maintenant si les chiffres d'inflation, les résultats d'entreprise et le discours de la Réserve fédérale américaine, donc tout ça dans les 15 jours qui viennent, on va voir si l'appétit pour le risque perdure, auquel cas on cassera peut-être des résistances pour aller un cran plus haut, ou au contraire si l'aversion pour le risque prend le dessus et fait plier un peu tous les actifs risqués sous ces résistances. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube ou Twitch, bienvenue à tous. On passe maintenant au top flop. Donc le top flop, le concept, c'est de regarder des graphiques macroéconomiques, de saisonnalité, de volume, de macroéconomie, et d'essayer de saisir certaines compréhensions des marchés. Justement, le Nasdaq 100 sur les 30 dernières années vient de réaliser son meilleur semestre depuis en fait la bulle de 99-2000. Comme je vous le montrais, donc l'année dernière 2022, il se fait plier en deux, et cette année, eh bien, il reprend du poil de la bête. Forte baisse, forte hausse, et on revient en quelque sorte au même prix qu'il y a un an. Très forte performance du Nasdaq au premier semestre, pratiquement 40% de performance. Et pour ce faire, il fallait être sur les 7 plus grosses valeurs du marché, les Nvidia, les Apple, les Amazon, les Google. Si on était sur les autres, on n'en a pas vraiment profité. C'était une performance qui était ultra concentrée. Le graphique de droite, quel est-il ? Eh bien, c'est un modèle d'anticipation de la croissance du PIB américain de chez Nordea. Et les analyses de Nordea sont plutôt bons. En analysant en fait les indicateurs avancés, ils sont plutôt bons pour anticiper les chiffres de croissance aux États-Unis. Et selon le modèle de Nordea, eh bien, on va avoir un ralentissement fort de la croissance en fin d'année 2023. Fin 2022, souvenez-vous, tout le monde attendait une récession en 2023. Il se trouve que l'année 2023, pour l'instant, ça tient bien. Maintenant, on attend ce ralentissement économique plutôt pour fin 2023, début 2024. Donc le spectre de la récession ne s'est pas effacé du tout. Enfin, dans certains esprits et pour certaines personnes, il est complètement à écarter. Moi, je ne l'écarte clairement pas. Et selon donc, les chiffres de Nordea, c'est plutôt à la fin de l'année 2023 que le ralentissement économique va être exacerbé. Lorsque l'on regarde le PEG du S&P 500 technologies, eh bien, on voit que les marchés, en tous les cas le secteur de la technologie, est relativement cher par rapport au reste du marché, et on est sur des niveaux de valo de cet indicateur. En tous les cas, on est sur des niveaux de la bulle de l'an 2000. Voilà. Donc la tech a cartonné, la tech a porté les marchés, la tech va être rééquilibrée. Et lorsqu'on regarde certains ratios, eh bien, la tech est un petit peu chère, mais ce qui est rare est cher, donc ça ne veut pas forcément dire que ça va s'effondrer, mais que c'est moins attractif en tous les cas sur les cours actuels après 40% de hausse qu'il y a 6 mois. Le graphique de droite, que veut-il dire ? Le graphique de droite, c'est la durée moyenne de détention d'une action du NYSE, donc aux États-Unis, par les investisseurs sur les 100 dernières années.
Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, en moyenne, les investisseurs gardaient leurs actions pendant 7 ans. Puis on est tombé à 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et depuis les années 2000, en fait, la moyenne de détention d'une action, elle est inférieure à 1 an. Ça veut dire que la majorité des gens font du trading, du scalping, du swing trading, c'est-à-dire tenir des positions quelques jours, quelques semaines, et que beaucoup moins de gens font du très long terme. Pourtant, quand on analyse les chiffres du très long terme sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans, eh bien, les marchés sont fortement rémunérateurs pour les investisseurs qui savent tenir dans le temps. Ensuite, graphique de gauche, ce sont les taux de croissance du PIB des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre et du Japon. Et on voit quoi? On voit que les États-Unis post-Covid sont ceux qui sont rapidement revenus au-dessus de leur niveau de PIB d'avant Covid et qu'ils sont aujourd'hui les plus hauts par rapport aux autres. Et le graphique de droite, c'est le graphique de l'inflation, une inflation qui est montée jusque pratiquement la fin de l'année 2022. Aux États-Unis, elle s'est arrêtée de monter plus tôt, à l'été 2022, et aux États-Unis encore, l'inflation est plus basse que chez les autres. Donc, en gros, après la crise du Covid, les États-Unis sont le pays qui est reparti le plus fort, qui a eu une des inflations les plus élevées, mais avec l'inflation qui a baissé en premier et qui est maintenant plus basse que dans les autres pays. Donc les États-Unis cartonnent. Pourquoi? Parce que leur croissance est plus forte, leur inflation est plus faible. C'est la raison pour laquelle les actions américaines sont toujours les plus fortes, les plus soutenues. Les Américains agissent toujours pendant les crises plus fort, plus vite que les autres et s'en tirent encore une fois devant les autres. À gauche, nous avons le bilan des banques centrales avec des bilans qui baissouillent, que ce soit la BCE, la Fed, la BOJ ou la POBC en Chine. On a des bilans des banques centrales qui ne montent plus. Donc on a une liquidité qui se stabilise à plat en fait. C'est pour ça qu'on a des indices mondiaux, un MSCI World ou encore un Eurostoxx en Europe qui se stabilise désormais. On a le Dow Jones qui est stable, on a le Russell qui est stable, après on a le Nasdaq qui caracole en tête parce qu'il est tiré par les locomotives, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui fait aussi que les indices européens sont moins forts que les indices américains? Bien, à droite, vous avez l'indice des surprises économiques. Et vous pouvez voir que depuis plusieurs mois, eh bien, les surprises sont positives aux États-Unis alors qu'elles sont très négatives en Europe. Donc voilà, comme d'habitude, l'Europe, ça suit plus ou moins les États-Unis, mais en moins bien. Quand ça monte moins. Et quand ça se détériore plus tôt et plus vite. Graphique de gauche, graphique à prendre avec des pincettes, mais je le partage. C'est un graphique des analystes de Goldman Sachs sur la capitalisation des indices des pays développés et la capitalisation des indices des pays émergents pour les 50 prochaines années. Depuis 30 ans, les indices des pays développés montent plus que les indices et les capitalisations des pays en voie de développement. Selon ces analystes, dans les 50 ans qui viennent, la capitalisation boursière des pays développés va doubler en 50 ans, ce qui n'est pas énorme. Par contre, pour les pays émergents, ça va faire x5. Voilà. Donc, à prendre avec des pincettes, puisque investir dans les émergents n'est pas simple, puisque la plupart des indices émergents pour l'instant contiennent 60% de Chine, et qu'on l'a vu en début d'émission, la Chine baisse cette année. Donc, si vous avez investi sur la Chine, vous avez fait un pari perdant. Si vous êtes sur l'Inde, vous avez fait un pari gagnant. Si vous avez investi sur les émergents, globalement, vous ne faites pas mieux que les indices des pays développés. Selon ces analystes, on pourrait avoir un changement dans les décennies à venir. Le graphique de droite, c'est un graphique qui montre comment une fin de cycle prend du temps. Le pic du marché de l'immobilier aux États-Unis s'est fait fin 2020. Le pic des ISM s'est fait en 2021.
le pic des profits des entreprises s'est fait fin 2021. Le pic le plus bas du marché de l'emploi aux États-Unis s'est fait fin 2022. En fait, depuis 2 ans, nous avons une fin de cycle progressive qui se met en place. D'abord l'immobilier, ensuite l'activité, ensuite les profits d'entreprise, ensuite le marché de l'emploi. Et le graphique, le dernier à droite, Unemployment Claims, montre qu'on a atteint un peu un retournement, un début de retournement sur le marché de l'emploi aux États-Unis. On pourrait avoir moins de création d'emplois que prévu. Ça a été le cas avec les NFP publiés vendredi dernier. On pourrait avoir des demandes d'inscription au chômage qui augmentent, ce qui est le cas progressivement ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc à un moment donné, il se pourrait qu'on ait une fin de cycle économique qui se mette en place, qu'on ait le taux de chômage aux États-Unis qui augmente, qu'on ait la consommation qui se calme et qu'on ait la fameuse récession que les analystes attendaient pour 2023, mais peut-être fin 2023, début 2024. Raison pour laquelle, après des hausses stratosphériques au premier semestre, je reste prudent pour cette deuxième partie d'année. À gauche, vous avez ici les demandes d'emploi aux États-Unis et vous voyez que lorsque ces dernières montent, ça correspond généralement à des récessions. Ici, est-ce que c'est une stabilisation, un petit rebond de court terme ou est-ce que c'est un retournement? C'est toute la question. Le fait est que des taux à 5% pèsent sur l'immobilier, qu'ils pèsent sur la consommation. Et vous allez me dire, mais la consommation américaine s'est pourtant bien tenue ces derniers mois. Oui, parce que, graphique de droite, les Américains avaient mis de l'argent de côté post-Covid suite aux aides reçues par l'État. Il y avait eu de l'argent mis de côté, puis ils ont puisé progressivement en 2022 dans cet argent mis de côté et en 2023. Sauf que, à partir du 2e, 3e trimestre 2023, eh bien cet argent mis de côté aura disparu comme peau de chagrin. Donc, à un moment donné, il va être difficile pour les Américains de continuer de consommer. Notamment, on a vu dans les dernières émissions que les Américains consommaient à crédit et que les taux sur les cartes de crédit, par exemple, ont atteint des records historiques. Donc, ils ont puisé dans leur épargne, ils ont fait des emprunts à des taux très élevés. Ils vont potentiellement avoir du mal à continuer de consommer autant que cela au 2e semestre 2023. Or, aux États-Unis, le PIB est très dépendant de la consommation interne. Donc, c'est peut-être dans ce 2e semestre 2023 qu'on va voir l'impact réel des hausses de taux répétées que nous avons connues ces derniers trimestres. Graphique de gauche, ici, c'est un graphique de Valentin Offrand, merci à lui, vous le retrouvez très souvent dans ma newsletter, 2 fois par mois, il nous fait des commentaires macroéconomiques. Valentin note que les publications d'entreprises vont commencer cette semaine, la semaine prochaine on aura 15% à peu près du S&P qui va publier, et la semaine du 25 au 29 juillet, on a 40% des entreprises qui vont publier, la semaine d'après 25%. Donc en gros, entre le 25 juillet et le 5-6 août, en plein été, pendant 15 jours, on va avoir 70% des entreprises du S&P 500 qui vont publier. Ça va rythmer les échanges, ça va engendrer des décalages, de la volatilité, des gaps haussiers ou des gaps baissiers, en fonction des bonnes ou mauvaises nouvelles. Donc faites attention si vous êtes en position sur vos actions, regardez bien leur date de publication, posez-vous la question de savoir si vous les gardez, si vous les coupez, si vous ajustez vos stocks de protection avant publication. Graphique de droite, c'est l'anticipation de la croissance des bénéfices aux États-Unis. Comme je vous l'ai montré dans un graphique précédent, fin 2022, les bénéfices des entreprises aux États-Unis ont arrêté de croître. Et en fait, on attend moins 7,2% des bénéfices des entreprises au 2e trimestre. C'est le 3e trimestre consécutif de baisse des bénéfices des entreprises américaines que l'on attend. Donc en fait, ça fait 3 trimestres qu'on a des bénéfices qui baissent, alors qu'on a des cours qui remontent très fortement.
parce que les opérateurs pensent qu'après cette récession des bénéfices, tout va bien aller dans le meilleur des mondes et qu'en 2024, la croissance va revenir et que les bénéfices vont reprendre leur croissance. Alors que, comme on vient de le voir dans plusieurs des graphiques, c'est peut-être en cette fin d'année 2023 que les choses sérieuses vont commencer concernant la consommation, le chômage et donc un possible ralentissement économique aux États-Unis. Je rappelle aussi qu'en Europe, on est déjà en récession, même si elle est faible, on y est. Et je rappelle aussi qu'en Chine, la croissance est très faible. Donc en fait, les États-Unis sont la dernière zone économique qui tient bon, et elle tient bien, comme je viens de vous l'expliquer, par de la croissance à crédit. Donc la deuxième partie de l'année va être sacrément intéressante. Pour finir, un graphique de saisonnalité qui montre que les 15 premiers jours de juillet, 15-16 premiers jours de juillet sont plutôt porteurs, alors que la deuxième partie du mois de juillet est beaucoup plus neutre. Elle correspond d'ailleurs à l'augmentation du nombre de publications des entreprises. Comme on vient de le voir, la plupart des entreprises vont publier entre le 20-22 et le 5-6 août. Donc, les marchés sont plutôt soutenus, porteurs jusqu'au 15, donc encore quelques jours. Après, il faut peut-être s'attendre à 2-3 semaines de latéralisation, d'attentisme. Les entreprises ne peuvent plus racheter leurs propres titres en période de publication, donc ça retire un soutien en particulier. Et puis les banques centrales aussi continuent de faire baisser leur bilan progressivement. C'est le graphique de droite. C'est le Global Central Bank Net Liquidity. Donc en fait, on regarde si les ajouts-retraits fonction des banques centrales font une somme positive ou négative. Il se trouve qu'après un retour des banques centrales à l'aide des marchés, notamment avec la crise des bancaires qu'on a eue il y a quelques mois, on avait un retour de la liquidité positive et là, on rebascule en négatif. Donc, d'une part, vous avez des entreprises qui vont arrêter leur buyback parce qu'elles ne peuvent pas continuer de racheter leurs propres titres en période de publication. Et en plus de ça, vous avez des banques centrales qui se retirent progressivement. Et en plus de ça, vous avez une saisonnalité plutôt neutre fin juillet. Et ensuite, pour août, septembre, octobre, c'est neutre, voire un tout petit peu négatif. Après, est-ce que ce serait bien étonnant de voir des indices et des actions consolidées après le premier semestre qu'on vient de connaître? Non, ça n'aurait rien d'exceptionnel. Mais ça veut peut-être dire qu'il faut savoir alléger son portefeuille, couper les mauvais élèves, mettre des stocks de protection, encaisser une partie des gains et ajuster son exposition pour pouvoir partir à la plage, l'esprit tranquille. On va maintenant passer à la deuxième grande partie de cette émission sur la plateforme de ProRealTime avec l'analyse graphique. Sur le CAC 40, on est totalement neutre, attentiste. 7400, on a des vendeurs. 7000, on va dire 50, 100, on a des acheteurs. Voilà. Faut pas chercher midi à 14h. Moi j'étais plutôt baissier mi-juin, vendredi 16, le jour de mon anniversaire, point haut. Ensuite on est revenu sur les supports, ça a tenu, j'ai fait quelques achats. Ensuite on est revenu à 7400, j'ai reshorté. La semaine dernière on a atteint le bas du range et vendredi à 7060 points, je vous disais c'est là, on est sur support, faut que ça tienne. Ça a tenu, hier on ouvre sur le support, ça paye, aujourd'hui ça paye. Et demain, mercredi, on va avoir l'inflation. Si l'inflation est inférieure aux attentes, on peut encore grimper d'un cran. Si elle est en ligne, on peut stabiliser à plat. Pour l'instant, on est dans des ranges. Range sur le Nasdaq, range sur le Dow Jones, range sur le CAC. On achète en bas, on vend en haut. Ou bien on ne fait rien, ou bien on est en DCA et on continue d'acheter tous les mois sans se poser de questions. Ceux qui veulent faire du trading, bah voilà, vous avez des seuils d'achat, des seuils de vente. Et puis on ne cherche pas à compliquer plus les choses. On peut regarder donc les autres principaux actifs. L'or, qui est dans un range de long terme depuis maintenant plus de 2 ans, qui s'est replié progressivement de 2090 $ à 1900 $. Moi j'aimerais bien, pour pouvoir continuer d'accumuler, qu'on revienne vers les 1850-1870. Donc 50-60 $ à perdre. Pour l'instant, ça tient.
Pour ce qui est du pétrole, on est dans un range, le bas du range a tenu, on est remonté d'un cran. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir, post-enflamme des prix du pétrole avec la guerre en Ukraine, on a baissé progressivement, on a continué de baisser, et malgré les coupes des pays producteurs, on a encore continué de baisser. Pourquoi ? Parce que vous avez justement ce manque de dynamisme en Europe, cette reprise chinoise qui ne vient pas, et donc des craintes sur la croissance économique mondiale. Et tant qu'on est dans ce genre de scénario, eh bien ça pèse sur les cours du pétrole. Donc les coupes de l'Arabie Saoudite, des pays producteurs en général, de la Russie, ne font que soutenir artificiellement les cours du pétrole à court terme, alors que les risques de ralentissement économique, eux, pèsent sur les prix, et c'est pour ça qu'on a ce petit range qui se crée et pas de tendance forte sur les cours du pétrole. Concernant le Bitcoin, on est remonté donc de 25 000 à 31 000 parce que tous les grandes banques, sociétés de gestion parlaient de lancement des ETF, tout comme sur les indices. Depuis le début de l'été, on est dans des ranges attentistes, ça fait 15 jours qu'on se cherche en attendant de voir si l'appétit pour le risque perdure ou non, de voir si on a des catalyseurs positifs ou non. Et on a, comme je vous l'ai expliqué dans cette première partie d'émission, les chiffres d'inflation demain, les publications d'entreprises dans les 15 jours qui viennent, et puis rendez-vous également avec la Fed à la fin du mois. Donc le pétrole est neutre, l'or est attentiste, le bitcoin est neutre, le CAC est neutre. Voilà, super. Désolé si je ne peux pas vous faire vibrer, mais je le vis comme vous. Maintenant, on va regarder les entreprises, les actions que j'ai sélectionnées pour cette émission. De la grosse, de la moyenne, de la plus petite, de l'international. Merci à tous ceux qui m'en ont proposé donc sur Twitter hier. Vous m'avez proposé une centaine d'actions, j'en ai sélectionné 20. Parce que sinon cette émission dure des heures. Donc regardons cela. D'abord, Total Energy, la valeur française que tout le monde adore par excellence. Là, je voulais juste vous montrer une récurrence sur Total. Total, en mars-avril l'année dernière, elle fait 44 € à 2 reprises, puis elle redémarre. Ensuite, quelques mois plus tard, juillet 2022, on touche les 46 €, on les retouche en septembre, et ça redémarre. Là, de nouveau, on tente de faire la même chose. 51 € en mars 2023, 51 € de nouveau début juillet 2023. Si le CAC se tient, si le pétrole se tient, il y a de grandes chances que Total tienne cette zone et tente de redémarrer. Je ne dis pas qu'on va s'envoler, qu'on va retourner à 60. Je ne dis pas que je suis fortement haussier sur Total. Je dis simplement qu'il y a une récurrence sur ce titre. Récurrence qui est plutôt pratique. Double bottom, ça veut dire qu'on peut mettre un stop sous le creux du double bottom. Si le double bottom tient et que ça monte, c'est super. S'il casse, on sort. Double bottom de nouveau ici, ça redémarre, on met le stop sous le double bottom, etc. Donc là, on est dans un double bottom potentiel. On est sur support, ça réagit. Si ça tient, c'est bien. Si ça tient pas, eh bien certains qui font du court terme couperont leur position, laissant le marché aller plus bas s'ils souhaitent aller plus bas. Ensuite, Air Liquide, une valeur que tout le monde adore, ce que je peux comprendre, une superbe locomotive à très long terme. Quand on regarde Air Liquide sur 30 ans, c'est vraiment sublime. Simplement, si on la regarde depuis 10 ans, on est dans une belle tendance haussière, très puissante, et on peut en quelque sorte dire que il y a une croissance régulière du titre, une sorte de canal haussier que vous pouvez voir ici. Et lorsqu'on est en haut du canal, on peut considérer qu'on est un peu cher. Lorsqu'on est en bas du canal, voire un peu en dessous ici pendant le Covid, on peut dire qu'on n'est pas cher. Récemment, Air Liquide a atteint les 167-168 €, son haut de canal, un petit excès haussier avec des volumes très forts. C'était le jour d'une expiration trimestrielle, me semble-t-il. C'était les 4 sorcières au mois de juin. Et depuis, elle consolide. Voilà.
plus on tire le graphique dans le temps, plus ça peut continuer de monter. Simplement, elle pourrait aussi revenir vers les 150, 148 euros. Si elle revenait à 140 euros, ce serait une belle opportunité. Si elle revenait à 135 euros, on pourrait dire que ce serait pas cher. Donc voilà, ici, à 170 euros, c'est un peu cher. Là, à 135, 140 euros, c'est pas cher. On peut très bien avoir une période de latéralisation avant que la hausse de long terme ne l'emporte. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le temps. Vous avez des périodes comme ça de latéralisation, elle se cherche, elle va un peu haut, elle retombe, elle va bas, elle remonte, elle va un peu haut, et ainsi de suite. Donc très bon titre à long terme, très belle politique de dividendes, très belle progression depuis 30 ans. Simplement, voilà, il y a des fois où c'est un peu haut, un peu cher, et où si on veut en acheter, on peut attendre potentiellement des replis pour ne pas acheter trop haut, trop cher. Il faut simplement avoir le temps. Ensuite, aéroport de Paris, extrêmement neutre. On avait une dynamique haussière post-Covid à partir de fin 2021. Voilà, on faisait des plus bas de plus en plus haut. Puis on a arrêté de faire des plus hauts de plus en plus haut en novembre 2022. On s'est mis à plat. Et depuis, vous voyez, j'ai tracé ces petites obliques ici. C'est comme si on était en train de se mettre dans un triangle, de comprimer les cours. Elle monte à 145, c'est trop cher. Elle monte à 123, 125, c'est pas cher. Et on fait du ping-pong entre ces bornes. Tant qu'on tient les creux récents, ça va. Tant qu'on ne repasse pas sous les 123 euros. Tant qu'on tient les 123, 125, elle peut remonter de nouveau vers 140, 144. Si on casse les 123, là, il faudra faire attention parce que la tendance de moyen-long terme perdrait de sa superbe et on casserait des supports qu'on avait tenus les semaines, les mois précédents. Donc, il y a vraiment une neutralité très forte qui est sur le titre et je ne vais pas vous le répéter à chaque action qu'on va regarder là dans les 10-15 minutes qui viennent. Les publications d'entreprises seront bien évidemment très importantes. Voilà. Alors je regarde en même temps vos commentaires. Bonjour Nicolas, que penses-tu du rebalancement du Nasdaq? Je ne sais pas ce que ça va avoir comme impact. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Rating qui dit j'ai une question. Est-ce qu'il y a des actions pour une seule entreprise qui prend en compte les dividendes pour ne pas être taxé à chaque versement comme ça se fait sur certains ETF? En fait, quand vous touchez des dividendes sur une action, il faut les réinvestir et racheter des titres de cette action. Je continue. On a vu Total donc, qui est en double creux potentiel. On a vu Air Liquide qui fait une pause après un parcours magnifique. On vient de voir ADP qui est neutre. On va regarder Dassault Aviation. Dassault, elle est sur son plus haut historique. Très recherchée depuis 2 ans. Beau soutien au-dessus des mêmes 200 jours. Et si elle grimpait de 3-4% me semble-t-il dans les premiers échanges, c'est parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles l'Inde pourrait commander des avions supplémentaires. On est dans une dynamique fortement haussière, on a des cours soutenus au-dessus des MM200, la MM200 est autour des 162 euros, elle va monter progressivement vers le support des 166. Pour ceux qui aimeraient acheter ce titre sur repli à proximité d'un support, un retour vers 166-170 serait espéré et mis à profit. Pour ceux qui sont déjà dedans, eh bien, il n'y a plus qu'à espérer qu'on casse les records historiques, les 188,50 et qu'elle puisse continuer sa course. Ensuite, Airbus. Airbus, elle est dans une tendance haussière, un peu comme Air Liquide que je vous montrais tout à l'heure. En 2021, dès 2021, j'avais tracé ce gros canal haussier sur Airbus. Et en fait, quand Airbus est sur le bas de ce canal ou sous ce bas de canal, elle est attractive. Quand elle est sur la partie haute, elle est un peu chère. Vous voyez ici, bas de canal, ça tient, c'est attractif, ça monte. Ensuite, elle est un peu chère. Alors, ça monte avec le temps, ça faut le garder à l'esprit. Ensuite, le marché consolide, elle redevient attractive sous ce canal, puis elle le réintègre. Là, la question, c'est est-ce que la prochaine publication de résultats va permettre au titre d'aller chercher son record historique à 139 euros ou est-ce qu'au contraire, elle va consolider un petit peu? Si les résultats sont très bons, elle peut aller chercher les 140. Si c'est pas très bon, elle peut consolider, revenir sur les 122. Le support pour ceux qui souhaiteraient
se placer sur Airbus sur un support en cas de repli du titre, eh bien ce serait ici, vers 122-123 euros. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a 2-3 mois, quand on l'avait regardé dans cette émission, on avait mis un support ici, un support là, un support ici. Ça, c'est le support de court terme, ça, c'est le support de moyen terme, ça, c'est le support de très long terme. Et c'est là où on peut mettre ses stops de protection en fonction de son profil. Maintenant que le titre est monté d'un cran, le support de court terme, il est là avec un stop sous 125. Le support de moyen terme, c'est le bas de canal et on va dire même la MM200, donc le stop, il est sous 118. Le support de très très long terme, il peut remonter d'un cran ici vers les 107. Et ainsi de suite, plus le titre monte, plus les supports remontent au fur et à mesure avec le temps. Et tant que la musique bat son plein et que l'entreprise délivre et que ça monte, on peut continuer de l'accompagner. Fanao Final dit: est-ce que l'action Air Liquide ne serait pas une des meilleures actions pour le DCA? Oui, c'est le cas. C'est une des plus belles actions du marché français. Tu es en quelle unité sur tes graphiques? Je suis en graphique journalier. Est-ce que on est taxé sur les 2% de Trade Republic? C'est une bonne question, je vais la poser. Quelqu'un me dit: salut, sur Exmar il y a une OPA, es-tu favorable ou pas? C'est pas à moi de vous dire s'il faut participer ou non à l'OPA. Si on participe, on est sûr d'avoir quelque chose. Si l'OPA ne se fait pas, souvent c'est une forte baisse du titre. Donc à vous de voir si 11 euros vous conviennent sur Exmar. Me semble-t-il, elle était redescendue vers les 9. Elle est redescendue ici à 9,80. Elle est stable à 11 euros. Si l'OPA se fait, vous êtes payé. Si l'OPA ne se fait pas, il y a risque de rechute du titre dans les jours, les semaines qui suivent. Que penses-tu de l'action, bien qu'elle soit assez chère? Vous parlez très certainement de Lotus Bakery, qui est une des plus belles actions en Hollande, qui est en trend following, qui est chère certes, mais ce qui est rare est cher. Elle continue de délivrer, donc on continue d'augmenter les stocks de protection et de se laisser porter le plus longtemps possible. Je continue avec Edenred. Edenred, on en avait parlé il y a un mois. Je vous disais qu'elle était dans un canal haussier et que ce canal haussier était quand même bien réactif. Vous voyez Edenred, elle est dans un canal. Lorsqu'elle est en bas de canal, les acheteurs sont là. Lorsqu'elle arrive en haut de canal, elle bute et on fait du ping-pong comme ça entre le bas et le haut de canal. Le mois dernier, quand j'en ai parlé, je vous montrais le haut de canal à plusieurs reprises en disant voilà, c'est pas une zone d'achat optimum en tous les cas. En théorie, vu son fonctionnement, il y a des chances qu'elle bute sous son haut de canal, qu'elle revienne sur sa médiane, voire sur son bas de canal. Donc sur un titre comme ça qui est aussi respectueux de l'analyse graphique, partie haute du canal on allège, partie basse on peut en racheter, et si bien évidemment le canal casse, là on peut alléger la position, c'est qu'elle a perdu de sa superbe. NeoEN dans les énergies renouvelables, elle est sur zone d'accumulation, elle est sur une zone qui a fait support en février 2022, en mars 2023, en avril 2023, en juillet 2023. Elle est au mieux neutre à moyen long terme. Ça fait 1 an et demi là, qu'on oscille autour des 33 euros. Voilà, il faut tenir la zone actuelle. En tous les cas, il y a des acheteurs qui sont là. À chaque fois qu'il y va, ils sont présents. Il y a eu de très gros volumes échangés ici quand elle est revenue sur les 26-27 euros. Donc, on a une zone d'accumulation, on a une zone clé à tenir. Il ne faut absolument pas qu'elle retourne sous les 25,70, ses plus bas annuels. Eramet. Eramet consolide progressivement, petit à petit. Elle est sous une oblique de court terme. Elle est sous une oblique de long terme qui passe par ses plus hauts de 2022, de 2023. Donc, première résistance à casser, c'est les 87 euros, c'est l'oblique de court terme et la MM200.
Deuxième résistance, c'est les plus hauts du mois de juin, les 94 euros. Et ces 94 euros en plus correspondent à l'oblique baissière qui passe par les plus hauts. Donc 87 à passer pour un signal haussier de court terme, 94 à passer pour un signal haussier de moyen terme. Voilà. Ensuite, MMT, Métropole TV. J'avais posté un graphique sur Twitter, elle était dans un petit triangle, elle se cherchait, elle a tenté de sortir par le haut de ce triangle, elle tente d'en sortir par le bas, c'est pas vraiment clair. Je pense qu'il vaut mieux considérer une zone de range tout simplement avec un support à 12,75. On est dessus, voilà. Qui tout double pour MMT sur ce seuil de soutien. Si ça tient, c'est bien, si ça casse, on ira plus bas. ASML dans les semi-conducteurs, ça consolide progressivement. C'est très haussier à très long terme. Elle est adorée par les gérants et de nombreux investisseurs. Voilà, simplement, elle a tendance à faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Elle a une zone de soutien ici avec un gap laissé dans la hausse à 610. Elle a une grosse zone de soutien à 585. Pour ceux qui veulent acheter sur repli, il faut espérer des retours dans ces zones-là pour prendre position. Et pour ceux qui sont déjà dedans, qui voudraient renforcer, on peut tracer une oblique qui passe par tous les plus hauts. Il faudrait casser cette oblique pour relancer la dynamique de fond haussière. GTT, on tient le support. C'est joli. On avait vu il y a 2 mois qu'elle était sous oblique, avec une croix ici, oblique baissière, oblique baissière, oblique baissière cassée. Elle s'est mise à plat. Elle a tenu son support. Et elle tente de relancer, avec un gap haussier qu'elle a ouvert hier et qu'elle tient aujourd'hui. Donc c'est plutôt solide. Et c'est plutôt positif. Maintenant, elle est dans un range, parce que souvenez-vous, hein, on ne passe pas de baissier à haussier sur une action, on passe de baissier à neutre et ensuite peut-être de neutre à haussier. Donc elle a fait l'effort, elle a tenu son bas de range, ça c'est un bon point. Deuxième bon point, gap haussier, elle accélère vers son haut de range, c'est bien. Maintenant il va falloir sortir par le haut du range et casser la MM200. Donc le gros du morceau, il est ici entre 99 et 101. Si elle casse ça, elle peut relancer sa dynamique haussière de moyen long terme. Elle peut reprendre suite. Elle avait fait une belle impulsion en 2021 et tout 2022. Puis elle a corrigé pendant des mois. Bon, bah c'est là entre 99 et 101 que ça va se passer pour la suite. Carl Ray, on en a parlé sur Twitter, dans les émissions. Théorie du phénix. Elle a baissé pendant 2 ans. Elle s'est mise dans un range, elle est sortie du range avec ses volumes historiques, c'est ça la configuration du phénix, c'est une valeur qui a baissé pendant 2 ans, qui s'est ensuite mis neutre, qui a cassé sa MM200, sur laquelle il y a des volumes, et qui démarre fort et qui est dynamique, soutenue. Carl Ray a consolidé pour venir lécher ici les 23,50. J'ai mis un graphique sur Twitter le jour où elle a fait et j'ai dit maintenant il faut aller chercher les 28, elle est cassée. Elle est allée chercher les 28 le lendemain, elle les a cassés le surlendemain. Là j'ai dit attention, il faut peut-être prendre des gains ou remonter vos stocks de protection. Elle est redescendue sur les 26,60 et les acheteurs sont là. Donc pour ceux qui font du court terme dessus, le support à tenir absolument c'est les 26,50. La petite résistance de court terme c'est les 29,80, 30 euros qu'il faut casser pour qu'elle continue, ça marche en avant. Vous voyez que c'est une sorte de zigzag. On accélère, on consolide, on remonte, on consolide, on remonte, et ainsi de suite. Voilà, donc il faut garder ce dynamisme. C'est la théorie de dos, hein, la théorie des tendances. Une tendance haussière est caractérisée par des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus hauts, les acheteurs ont la main, on remonte les stops et on peut se laisser porter par l'action. Melexis à Bruxelles. Alors Melexis, elle fait du ping-pong. Elle avait fait un plus haut historique, me semble-t-il. Oui, c'est ça. En fin 2021. 2022, elle a corrigé comme de très nombreux titres. Elle est revenue sur ses niveaux de 2020. Ensuite, elle remonte vers ses plus hauts historiques, ça ne passe pas. Ensuite, elle retombe. Et au final, elle est relativement neutre. Vous voyez que
Elle a passé 6-8 mois sous MM200, maintenant elle était repassée au-dessus, là elle la travaille. Donc là on est vraiment neutre si on regarde les cours sur un an et demi, on est à plat. Le point positif, c'est qu'on a testé la zone de soutien, de support ici autour de 83-85 euros et qu'elle a tenu. Donc parce qu'on a tenu ici, maintenant elle pourrait aller chercher des résistances. Résistance 1 à court terme, c'est les 91,50. Si ça passe, retour vers 99,100. Si ça passe, retour vers les plus hauts historiques à 110. En tous les cas, pour ceux qui sont dedans, le support est clair. Donc ça veut dire que le niveau sous lequel on peut placer son stop est très clair, c'est les 82,50. Ensuite, Téléperformance, la valeur dont tout le monde parlait le mois dernier pour dire qu'elle était pas chère, qu'elle était au ras des pâquerettes, qu'il fallait absolument en acheter, elle est toujours tout en bas. Elle est baissière à long terme, baissière à moyen terme, baissière à court terme. Il y a eu un rebond technique qui a duré une semaine au mois de juin. Elle s'est tapée la tête contre ses plus bas de 2022 et elle est repartie vers ses plus bas annuels. Voilà, si on aime bien aller à la pêche au point bas, on peut s'amuser là-dessus. Si on sait faire du trading, si on sait avoir des entrées court terme avec des stops de court terme, pourquoi pas. Pour ce qui est d'investir sur cette action, comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, il faut attendre, en théorie je dis bien, une cassure de résistance clé pour qu'il y ait un retournement de tendance validé et non pas juste un rebond technique avant rechute. Et c'est la zone des 163-167 qui est pour moi d'importance. Tant qu'on est sous cette zone-là, on peut latéraliser ou baisser. Si on recasse cette zone-là, on pourra parler de regain d'intérêt, de rebond, de reprise. Enfin, justement, pas de rebond technique, mais de reprise. Voilà. Alors, je suis sûr que maintenant qu'elle vient de passer de 163 à 146 et que je dis qu'elle est baissière, délaissée, etc., elle peut très bien rebondir dans la semaine. Si le CAC tient, c'est typiquement le genre de dossier sur lesquels les traders de court terme vont aller faire du trading et tenter de l'acheter à court terme pour jouer un rebond technique de 5, 6, 10%. Mais pour les nombreux investisseurs de long terme qui ont acheté ce couteau qui tombe sans signal, je le répète, il vaut mieux attendre un rebond d'ampleur et des cassures de résistance d'importance pour acheter une action plutôt que d'en acheter dans la chute. Il y en a qui en ont acheté à 220, d'autres à 180, d'autres à 150 et au final tous ceux qui en ont acheté depuis 6 mois perdent de l'argent. Ensuite, Umicore à Bruxelles. Elle est intéressante parce que elle baisse depuis le troisième trimestre 2021 et elle est revenue sur une zone clé qu'on a travaillée en 2019 et elle est sous une oblique baissière. Donc je viens de vous dire que Téléperformance ne m'intéressait pas parce qu'elle était baissière à court et moyen terme. Vous allez me dire, mais Nicolas, pourquoi Umicore t'intéresse alors qu'elle est baissière à court et moyen terme? Parce que sur cette configuration-là, on a une tendance baissière qui est très propre, avec une oblique baissière qui est très propre, et ça veut dire que j'ai un signal haussier potentiel qui pourrait être très propre. Au-dessus des plus hauts récents, là, au-dessus des 26,50, 26,60, si on casse l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 4-5 mois, on peut avoir un retournement de court terme validé. Donc on aurait un retournement de court terme validé sur un support de long terme datant de 2019. Donc le fait qu'on soit sur cette zone de prix ne suffit pas à me faire en acheter. Mais si je cadre la dynamique qui est en place depuis 4-5 mois et qu'on vient à casser cette dynamique par le haut, alors je pourrais m'y intéresser. Ensuite, on part aux États-Unis avec Black & Decker. Stanley Black & Decker. Là, on est sur un retournement potentiel. Souvenez-vous, on ne passe pas de baissier à haussier, on passe de baissier à neutre, c'est ce qu'on a fait. Les cours sont allés se taper contre MM200, puis ils ont fini par la regagner. On a une sorte de double bottom qui est en gestation. Si la valeur arrive à casser les 96-97 $, elle casse ses plus hauts du mois d'août 2022, du mois de février 2023 et les plus hauts de la semaine dernière. Elle validerait ainsi un double creux avec comme objectif un report de ce range à la hausse.
Donc, elle était baissière, il y a du mieux, elle est neutre, elle est soutenue à court terme, c'est aussi un point positif. Maintenant, il faut casser de la résistance pour valider ce retournement et ce potentiel double creux. Ensuite, Rio Tinto. Rio Tinto, on est sur support. Elle est dans un grand range depuis 1 an et demi. Ici, la MM200 est complètement neutre, donc on est neutre à long terme. Et on va dire que en bas, les acheteurs sont présents, en haut, les vendeurs sont présents, et ainsi de suite. Ici, elle a fait un double creux, un peu comme la config de Total tout à l'heure, et ici, elle tente un double creux. Donc si on arrive à tenir les plus bas des 2 derniers mois, elle peut tenter un double creux, retourner vers MM200, et si elle passe MM200, retourner vers le haut de son range. Donc la zone actuelle est d'importance. Si elle est tenue, elle permettra aux acheteurs de mettre un stop dessous et de viser la MM200 et le haut du range. Ensuite, PepsiCo. PepsiCo, ça fait partie des actions que certains adorent acheter tous les mois, tous les ans, parfois pendant des années. C'est 30 ans de hausse. C'est depuis la crise de 2008 jusqu'au Covid une hausse forte. Et c'est depuis le post-Covid que la hausse est encore plus forte. Et on peut voir que les points bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. On peut y voir une sorte de canal haussier, un peu comme sur Edenred tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en gros, quand elle est en bas de son canal, elle est attractive. Quand elle est en haut de son canal, elle est un peu chère. Un peu comme sur Airbus, un peu comme sur Air Liquide, un peu comme sur Edenred. Le titre monte un peu trop vite, on en lâche un peu. Elle repère 15%, on en rachète. Elle remonte, on allège, et ainsi de suite. Alors, il y en a qui ne se posent pas la question. Qui achète, puisque quand on la regarde sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, ça monte. Donc, il y en a, ils ne font pas de market timing là-dessus, ce que je peux tout à fait concevoir. Ils achètent, ils accumulent. Et pour ceux qui veulent optimiser, tenter d'optimiser, quand ça perd 15%, on achète. Quand ça en gagne 20, on allège un petit peu. Quand ça repère 10-15, on rachète, et ainsi de suite. Là, à l'heure actuelle, elle est au milieu de son canal. À 196,200, c'est cher. À 175, c'est attractif. On est à 184. Voilà. Donc la zone d'attractivité, elle est $10 plus bas. Ensuite, Novo Nordisk, elle était dans ma dernière newsletter qui vous a été proposée par un gérant qui écrit sur 4 valeurs du secteur pharmaceutique. Donc je vous rappelle, ma newsletter, vous pouvez la retrouver sur mon site nicolaschéron.fr. Dans la rubrique articles, vous avez tous les derniers articles, et si vous voulez vous abonner, vous le faites sur le site, comme ça vous recevrez mes lettres dans votre boîte mail tous les mercredis. Là, pendant l'été, c'est un mercredi sur 2. Novo Nordisk, c'est pareil, 30 ans de hausse, grosse accélération ces 5-6 dernières années. Simplement, cette valeur a tendance à faire une période de hausse, une période de conso, une période de hausse, une période de conso, une période de hausse, une période de conso, et elle vient de faire une période de hausse. Donc je ne vous cache pas qu'elle pourrait peut-être latéraliser pendant un certain temps. Pendant un certain temps où les indicateurs se détendraient un petit peu, pendant un certain temps où la MM200 viendrait vers les cours, et donc on peut comme ça connaître une période de stabilisation, de digestion de la hausse précédente. Il ne faut pas oublier qu'elle passe de 95 à 170. Elle a pratiquement doublé en l'espace de 6-8 mois. Donc ensuite, cette hausse, il faut la digérer, latéraliser, que les court-termistes sortent, prennent des gains, que les cours reviennent vers des supports. Et alors, on pourra s'y intéresser de nouveau. Et puis on va finir avec Alphen, à Amsterdam. Alphen, là c'est un peu plus complexe. Forte hausse 2020, 2021, 2022 on fait un top, et depuis elle est en tendance baissière. Vous voyez cette oblique baissière qui passe par tous les plus hauts avec les petites croix ici. On baisse, on se tape contre l'oblique, on se tape contre l'oblique, on se tape contre l'oblique, et on n'a toujours pas cassé l'oblique. Tant qu'on n'a pas cassé l'oblique, on est baissier. Un coup, elle touche un support, elle reprend 10%. Mais ensuite, elle casse ce support, elle va chercher le suivant. Est-ce qu'elle va s'arrêter au support des 59 ? Non, elle est à 56. Est-ce qu'elle va s'arrêter à celui des 54 ? Peut-être. Ou peut-être qu'elle ira à celui des 50. On n'en sait rien.
Par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est que si à un moment donné, elle devait enfin mettre un terme à cette vague baissière en cours, elle pourrait repasser neutre. Et après, la neutralité peut être la hausse. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signe tangible de retournement fort sur Alphen. Elle fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Le jour où elle cassera son oblique baissière ici en bleu, là, on pourra dire qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'il y a un regain d'intérêt. Et alors, on pourra peut-être s'y intéresser pour y investir. Je regarde vos commentaires. Quelqu'un dit Lotus est complètement surévalué. Oui, mais elle était peut-être surévaluée le mois dernier, ça ne l'a pas empêché de prendre 20% depuis. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à Sword? Oui, je peux regarder Sword, qui est très neutre. Elle n'a pas bougé depuis août 2021, donc ça fait 2 ans qu'elle fait du surplace. Quand elle est autour des 36, elle n'est pas chère. Dès qu'elle monte à 50-52, elle est revendue. Là, on est en plein milieu. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est en zone d'attractivité, on ne peut pas dire qu'on est en zone de résistance, on est en zone d'attente. Il y a eu un gros volume, il y a eu 100 000 titres échangés la semaine dernière, un échange de blocs. Mais ça ne nous donne pas plus d'informations que cela. Seb, on en a parlé début juin dans une de nos émissions et je vous avais indiqué ici pile poil qu'elle était sur MM200. Elle était dans un range ici là-haut, elle a cassé ce range, on reporte le range à la baisse, elle a atteint pratiquement le bas de son range qui correspondait à la MM200. Elle a testé MM200 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça a tenu, ça redémarre, ça permet à ceux qui achètent pile poil sur MM200 de mettre un stop juste en dessous. Donc quand vous achetez une valeur comme ça qui lèche sa MM200, qui se stabilise dessus, vous pouvez acheter 87 € avec un stop à 84 €. Ça fait un stop de 4%, 5%. Pour un potentiel de 10, 15, 20, 25%. C'est un trade asymétrique. Risque faible, 5%, potentiel élevé, 25%. C'est ce genre de trade qu'on recherche en swing trading et en trend following. Le trend follower est quelqu'un qui va acheter des actions en tendance haussière de moyen terme au-dessus des MM200. Donc quand on a une action qui se retourne à moyen terme, qui regagne sa MM200, qui revient la tester, c'est l'entrée parfaite en espérant que par la suite, elle soit dans une dynamique haussière, qu'elle fasse des plus bas de plus en plus haut et que sa MM200 qui était avant baissière, qui est devenue neutre, se retourne et épouse les prix et qu'on commence quelque chose de haussier à moyen long terme. Et lorsqu'on intervient pile sur ce retour sur MM200, ça permet de mettre un stop serré, d'avoir un risque faible et un gain potentiel très élevé. Michel dit bonjour Nicolas, plutôt que d'acheter des indices ou ETF sur indices, certains achètent les actions des entreprises leaders qui drivent ces indices. Que penses-tu de cette stratégie? Il y a des gens qui achètent des indices et c'est simple. Il y a des gens qui essayent de trouver les meilleures actions et c'est complexe. Il y a des gens qui essayent de timer les indices, d'acheter en bas et de vendre en haut, mais c'est complexe. Il y en a d'autres qui en achètent tous les mois. C'est beaucoup plus simple. Moi, je pars du principe que pour la majorité des investisseurs qui ont un travail, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de scanner 200 graphiques par semaine, qui n'ont pas le temps de placer des ordres de partout, c'est compliqué de vouloir 1. Timer le marché, 2. Trouver les meilleures entreprises. Donc, pour la majorité des investisseurs, plutôt que de faire des bêtises en market timing ou en essayant de trouver la pépite qui va se retourner, eh bien, je préconise le fait de faire du DCA, d'acheter tous les mois des indices boursiers et de jouer la moyenne de la hausse des marchés sur le long terme. Si vous voulez faire de l'optimisation et du market timing, vous pouvez essayer. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, arrêtez. Si vous faites du trend following et que d'acheter des valeurs qui montent et qui font de nouveau plus haut, ça vous plaît et que vous y arrivez, faites-le. Si vous le faites mais que vous n'y arrivez pas, arrêtez. Si vous voulez acheter des entreprises leaders plutôt que d'acheter l'indice lui-même, faites-le. Si ça fonctionne, faites-le. Si ça ne marche pas, arrêtez. Ça dépend de votre âge, ça dépend des montants, ça dépend de votre envie, ça dépend de votre passion, ça dépend de si vous avez envie de stresser, si vous avez envie de passer des ordres, si vous avez envie de vous former ou pas. Je dis pas, il y a des investisseurs après 5 ans, 10 ans, 15 ans,
ils arrivent à dompter un peu leurs émotions, les marchés. Il y en a qui font des stratégies dividendes, d'autres du trend following, d'autres du market timing et qui surperforment. Mais gardez en tête que rares sont ceux qui surperforment et que parfois il y a des gens qui surperforment mais en y passant des centaines d'heures par mois ou par trimestre. Or, leur ratio gain horaire devient pourri. Si on y passe du temps tous les soirs, tous les week-ends, qu'on n'a plus de vie de famille et qu'on arrive à surperformer l'indice de 5% par an, est-ce que ces 5% valent la peine? Telle est la question à vous poser. Alors, je regarde 2-3 actions et puis après on va arrêter l'émission. NIO, elle est en tentative de retournement. Elle était baissière en échec sous MM200 ici, en échec sous MM200 ici. Là, elle est en train de passer MM200 pour la première fois depuis un bon bout de temps. Donc il y a effectivement quelque chose qui est en train peut-être de se passer sur NIO. C'est pas mal. Il faut dire qu'elle a bien dégusté entre 2022 où elle était à 65 $, elle est redescendue à 7. Donc voilà, sur ce genre de titre qui s'est fait complètement éclater, il y a potentiellement du rebond technique à jouer. Il faut qu'elle arrive à rester au-dessus des 10 $ et qu'elle arrive à s'affranchir clairement de sa MM200. DNX Corp pour Marcipoil. DNX Corp, c'est pas très liquide ça. Ouais. Elle était fortement baissière entre 2007 et 2015. Entre 2015 et 2021, elle s'est stabilisée. Et là, elle semble commencer à prendre une dynamique haussière. On a une zone de prix ici qui a été cassée et testée. Donc, il faut qu'elle reste au-dessus des 12-13 €. NU Holdings. C'est pas mal. Introduction fin 2021, pas forcément le bon moment, comme tout le marché elle se fait un peu éclater en 2022, neutre pendant longtemps, et ici là il y a un changement, vous voyez, volume très fort, cassure de range par le haut, c'est un peu la théorie du phénix, et depuis elle est en trend following, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, tant qu'on est à court terme au-dessus des 7,20 $, c'est plutôt positif. Assystem, ça fait bien longtemps que je n'ai pas regardé ça. C'est pas très liquide non plus. Donc on revient sur des niveaux de prix d'il y a 20 ans. Elle est dans une belle dynamique haussière depuis le Covid. Des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut. Après, c'est vraiment bête et méchant, vous savez, parfois le trend following, mais c'est ce qui marche le mieux. Tant qu'elle fait des plus bas de plus en plus haut, tant qu'elle est au-dessus des mêmes 200, on se laisse porter. As-tu un PEA et si oui, est-il plein? J'ai un PEA. Je ne vais pas non plus vous dire quels sont les niveaux de l'ensemble de mes comptes. Mais j'ai préféré non pas remplir mon PEA mais avoir un PEA et un compte titre parce que dans un PEA on peut mettre des actions PEA, dans un compte titre on peut mettre des métaux, ce qu'on ne peut pas mettre en PEA, des cryptos qu'on ne peut pas mettre en PEA, des valeurs américaines qu'on ne peut pas mettre en PEA. Donc je considère qu'avoir un PEA et un compte titre c'est important. D'avoir aussi pourquoi pas un PER, d'avoir aussi pourquoi pas une assurance vie, de multiplier les enveloppes et de les mettre à profit. Equasense pour finir, je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle était baissière, elle n'arrivait pas à s'affranchir des mêmes 200. Là, elle semble réussir à s'en affranchir. Elle passe, disons, de baissière depuis début 2021 à neutre. Mais le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est cette zone des 85, 86, 50 qu'il faut réussir à casser. C'était baissier, il y avait des mêmes 200 baissières, les mêmes 200 se stabilisent, les cours stabilisent aussi, mais c'est vraiment le pétage par le haut. S'il y a bouchon de champagne, s'il y a cassure des 86-50, on pourra dire qu'elle se libère. Pour l'instant, elle ne l'est pas.
Désolé pour tous ceux qui posent des questions, je vais pas pouvoir tout faire. Auréa pour finir, Auréa et Bessières, sous MM200, il faut repasser au-dessus des 7 euros, mais c'est pas très liquide ce genre de titre, donc je ne suis pas. Tac. Bon, écoutez, j'ai fait le tour, j'ai répondu à 90% de vos questions, ça fait déjà 1h10 qu'on est en émission, il faut que ce soit digeste pour ceux qui vont la regarder. Si vous avez des questions à me poser, bah écoutez, c'est très simple, vous venez dans 2 semaines pendant le live, au début du live, et vous me posez votre question, ou bien la veille du live sur Twitter le lundi, je vous poserai la question de savoir de quoi vous voulez parler, et vous pourrez me demander vos actions. Merci à tous ceux qui étaient là pour le direct sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. Merci à tous ceux qui nous regardent a posteriori. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la newsletter. Merci pour vos retours, vos critiques constructives, vos remarques, vos remerciements. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou qui vont y partir. Ciao, à très vite.